Alors, commencer un voyage dans la compréhension du cinéma, c'est un vaste projet. Je me suis demandé par quel film on pouvait démarrer cette série de vidéos que j'imagine depuis quelques mois déjà. Alors, mon choix, il s'est finalement porté sur une évidence. Il fallait un film japonais qui représente une période durant laquelle j'ai eu une forte envie de m'intéresser au Japon, à sa culture, ses arts, son histoire et bien sûr sa langue. Il fallait un réalisateur qui est représentatif de sa nation, qui est un peu un porte-étendard. Et en plus, le film dont je vais parler, c'est un long métrage qui met en scène un enfant qui va vivre une aventure inattendue et qui va retrouver une figure familiale. Donc ça m'a beaucoup parlé. Alors ensemble, nous allons explorer longuement le cinéma, je l'espère. On va fouiller les analyses et les écrits existants sur les films et tout autre document qui peut exister. Et prendre le temps donc d'entrer dans les méandres d'une œuvre filmique, un film ou une suite de films ou une saga de films, etc. J'essaierai d'isoler les scènes les plus importantes des films en expliquant leur portée et d'apporter un récit polyphonique du cinéma mondial, tel que pensait l'historien britannique Christopher Fring dans l'avant-propos du livre Tout sur le cinéma dirigé par Philip Kemp. Bienvenue sur cet essai sur le cinéma, consacré à un film japonais sorti en 1999 et réalisé par Takeshi Kitano, L'été de Kikujiro. Alors j'ai découvert ce film en 2013, et le titre original c'est Kikujiro no Natsu. Kikujiro, c'est le nom d'un des personnages que vous allez très vite connaître dans l'œuvre, et Natsu, ça signifie été. Et les Anglais, eux, ils l'ont simplement traduit Kikujiro, c'est tout du moins le titre qu'on peut voir sur l'affiche Letterboxd. On remarque ainsi que le titre français il est parfaitement fidèle au titre nippon. Et on va s'attarder sur un film que je considère comme tendre, drôle et mélancolique. Alors, avant de plonger dans le film, on va planter un peu le décor. Déjà, on va parler de Takeshi Kitano, évidemment. Alors Kitano, c'est un nom qui résonne de façon bien différente selon que l'on soit au Japon ou ailleurs. Alors je pense même qu'on peut avoir une vision différente si on est aux États-Unis ou si on est en France ou au Royaume-Uni, ça dépend. Alors Kitano, il est né en 1947 à Tokyo et c'est un enfant de l'après-guerre. Il a eu plusieurs fonctions. Je crois que ce mec a tout fait dans l'art. Il a été acteur comique, réalisateur, animateur de télévision et de radio. Il a été peintre, écrivain, il a aussi été photographe, et il a même fait de très belles photos, hein, vous pouvez regarder sur internet. Alors, sans contestation possible, il est à considérer qu'il est un véritable touche-à-tout. Alors, je pense, en tout cas pour moi, qu'un Français le connaîtra davantage pour ses films que pour ses émissions de télé, mais éventuellement, pour un cas particulier, c'est la retransmission d'une émission qui a été créée par Kitano-san. Ça s'appelait Takeshi's Castle. Alors c'est une émission qui a été diffusée sur W9. L'émission ça s'appelait Menu W9, qui a été présentée par, je crois qu'il était acteur, enfin oui il a joué dans des films, mais Vincent de Zania et aussi Benjamin Morgan. Donc Kitano, si vous voulez, c'est une figure incontournable du paysage nippon depuis les années 1970. Alors le public, il le connaît depuis son duo comique The2 Beats. Kitano, lui, sera appelé Beat Takeshi, et son collègue Senzaburo Fukami, il sera appelé Beat Kiyoshi. Alors tous les deux, ils feront des manzai. Alors c'est quoi le manzai? C'est une forme de comédie japonaise qui met en scène un personnage idiot ou stupide ou un peu maladroit, que eux ils appellent un bokeh, et un autre personnage un peu plus réfléchi qui est un tsukomi. Ça crée un peu des situations cocasses dues au contraste du groupe, au contraste du duo si vous voulez. Je pense qu'on peut trouver des équivalents évidemment en France, hein, c'est tout à fait possible, et même ailleurs. Alors, il est tout de même à préciser que tous les deux, ils essaieront de varier ce schéma classique qui est attribué au code du manzai, tout comme Kitano le fera lui-même dans son propre cinéma lorsqu'il s'attaquera au film de Yakuza. Et après des apparitions au cinéma comme Furio de Nakisa Oshima, il y a eu aussi plusieurs réalisations à partir de 1989 avec Violent Cop. À la base, ça ne devait pas être lui le réalisateur, ça devait être Kinji Fukasaku. Et il y a aussi eu un événement qui a marqué sa vie. C'est un accident de scooter en août 94. D'après les infos, je crois que c'est août. Possible que ce soit juillet ou septembre. Corrigez-moi si je me trompe. Hein.
En tout cas, l'été de Kikujiro, ça s'inscrit dans une période où Kitano, il semble vouloir rompre un peu avec ses films précédents, qui sont considérés par lui-même déjà comme souvent violents, sombres, marqués par les figures de Yakuza et de solitaires meurtris. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Avec ce film, il met de côté le thème de la vengeance et il fait un pied de nez à son public. Et ici, on n'a pas de flingue, on n'a pas de règlement de compte à tout bout de champ, c'est juste un été, en tout cas une période estivale, un enfant et un adulte un peu paumés. Et durant un entretien avec Yves Montmeilleur durant le Festival de Cannes en 1999, où le film sera en compétition, Kitano il dira mon film se démarque des autres histoires que j'ai réalisées jusqu'à maintenant. Pour une fois, il me semble que ce film penche plutôt du côté de la vie que de la mort. L'enfant, il symbolise l'espoir, l'avenir, en soi un monde meilleur. Et j'ai voulu rendre hommage à l'idée que je me fais de l'humanité. Alors, bon, petite anecdote, mais c'est assez marrant que dans un journal de France 2, durant ce festival de Cannes-là, il présente Kitano en parlant de courtoisie toute japonaise, parce que quand ils avaient parlé avec lui, c'est vrai qu'il était drôle et très jovial, et il était d'une incroyable politesse. Mais alors, il faut quand même savoir un truc avec Kitano, c'est que, alors, certainement que on pourrait dire que Kitano est poli, mais en fait, c'est un peu un paradoxe de dire cela, vu la figure médiatique qu'il est là-bas, parce qu'en fait, c'est un homme qui n'aime pas les codes sociaux de son pays. Il n'est pas le seul à avoir critiqué les codes sociaux de sa nation, hein. On a d'autres réalisateurs qui l'ont fait, comme Sion Sono. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple que je peux donner là, parce que Sion Sono, il y a des histoires un peu sombres qui peuvent tourner autour de lui. Et bien en fait, lui, Kitano, pour revenir sur lui, il aimerait s'extirper de ses codes sociaux. Un peu comme il aimerait s'extirper des codes cinématographiques classiques. Par contre, on peut dire un truc sur lui, c'est que il est réputé pour être très généreux quand il le veut, donc on le voit dans cet extrait de journal durant le Festival de Cannes, et puis dans d'autres entretiens qu'il a eu. Hein. Il n'est pas avare sur les anecdotes qu'il peut avoir. Par exemple, on peut penser à Michel Téman, qui peut en témoigner avec l'ouvrage qu'il a écrit, Kitano par Kitano. C'est un livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années, c'était passionnant. Et il y a un autre livre, Takeshi Kitano Outre-Marge, de Benjamin Thomas, qui dira que Kitano, il a cherché à explorer une dimension plus tendre et introspective avec ce film. Et Benjamin Thomas, il souligne que ce long métrage, il constitue une transition significative dans la carrière de Takeshi. Alors, des fois, je suis un peu confus parce que des fois, je sais pas si je dois dire Beat Takeshi ou quoi que ce soit. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de ces spectacles où il était appelé Beat Takeshi. Hein, donc, je pourrais l'appeler Kitano Takeshi ou Beat Takeshi. C'est la même chose. Hein. Mais en gros, dans cette œuvre de Benjamin Thomas, c'est une œuvre qui est qualifiée d'œuvre charnière dans sa filmographie. Et on a aussi un article du journal Le Monde qui dira que c'est un changement d'horizon cinéphilique. Alors, le film, il devient un moyen pour son réalisateur de réinventer son enfance et de combler les absences paternelles à travers le prisme du cinéma. Et ça, je vais y revenir. Donc déjà, on va aller sur l'histoire du film. Bon, bah, ça raconte quoi? Et ben, le film, il raconte l'histoire de Masao, qui est joué par le petit Yusuke Sekiguchi. C'est un petit garçon vivant avec sa grand-mère. Et on comprend assez vite que la mère, elle travaille loin de Tokyo, que le petit garçon, il n'a pas beaucoup vu sa maman, et que le père, il n'est plus de ce monde, ou alors il n'est plus là, c'est peut-être un peu vague. Sachez aussi que j'ai vu le film avec différents sous-titres, donc pour quelqu'un qui ne parle pas japonais, ben, il peut être un peu confus, mais en tout cas, ce qui est compris, c'est que le père n'est plus de ce monde. Les vacances d'été arrivent, tous ses copains partent. On voit même Masao qui parle avec un de ses copains qui lui va partir en vacances avec sa famille. Et bah qu'est-ce qui se passe pour le petit Masao? Et bah il reste seul malheureusement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de partir à la recherche de sa mère, qui ne connaît pas vraiment. Et donc il va fuir le domicile familial, il va fuir le domicile de sa grand-mère. Et il va tomber sur une ancienne voisine de sa grand-mère, qui est aussi la compagne d'un ex-yakuza que va jouer Takeshi Kitano. Parce que oui, Kitano, il est à la fois réalisateur, acteur et scénariste. Et d'autres fonctions que j'ai pas vérifiées sur IMDb, mais bon, Kitano en général, c'est ce qu'il fait. Pas toujours acteur, mais en tout cas,
il est écrit la plupart des films qu'il fait. Et il est accompagné, ce petit Masao, un peu par hasard, par cet ancien voyou gaffeur, qui est mal poli et qui est imprévisible aussi. Et ensemble, ils vont traverser une partie du Japon entre Tokyo et la préfecture d'Aichi, dans un road movie qu'on pourrait qualifier de tragicomique et un peu doux amer. C'est comme ça que je qualifie un peu le film. C'est un voyage assez spécial, oui. Et le petit Masao, comment est-ce qu'on le découvre au début? Eh ben, on le découvre avec la tête baissée, il est un peu silencieux, et c'est un garçon qui paraît triste, et qui paraît même oublié. Ça, on va en parler de l'oubli. Hein. On va commencer aussi par quelque chose. Même si là, j'ai fait une grosse introduction, c'est le générique du film, qui est dans l'essence même de Kitano. Quand on connaît Kitano, eh ben, le générique, c'est complètement dans ses veines. Hein. C'est un générique qui est haut en couleurs, et Kitano, qui est lui-même peintre, eh ben, il propose une ouverture qui est composée de peintures représentant des anges, représentation de l'ange qu'on va retrouver donc dans le film, ou au moins les ailes, et les ailes on va même les retrouver sur la plupart des affiches du long métrage. Et le film il fait office de carnet de vacances, où le petit Masao il dessinera dessus de manière figurée, hein, avec ses crayons de couleur, et il va écrire les péripéties qu'il a vécues durant l'été. Ce qu'il a fait comme jeu avec son Oji-chan improvisé. Et vous inquiétez pas, je vais préciser plus tard ce que veut dire Oji-chan. D'ailleurs, il sera intéressant de savoir si Kitano lui-même a peint ses anges. Et lorsqu'il lui a été demandé dans un entretien en avril 99 s'il avait cherché à mélanger le genre mélo et le genre comédie, il va répondre « Le vrai sujet, c'est la timidité ». Je dirais que c'est un film sur la comique et la timidité. Je suis très timide moi-même, j'ai horreur de faire le pitre. C'est ironique quand il dit ça, bien sûr. Enfin, c'est ironique, non. C'est pas que c'est ironique, c'est que forcément, quand on le connaît actuellement, on est surpris. Hein. Il dira, enfin, il continuera en disant « Mais j'ai pensé que le métier de comédien balayerait ma timidité. Or, ce film hésite entre la comédie et la timidité dont on ne peut pas se délivrer. » Donc, ça veut dire quoi, ce qu'il dit? Eh ben, cela nous donne déjà une idée de comment est vu le long métrage par Kitano. À première vue, difficile à décrire dans sa filmographie. Alors, c'est pas le seul film qui est un peu à part dans sa filmo. Hein. Et dans une édition de 2007 de l'ouvrage 501 réalisateurs de Stephen J. Schneider, donc édition que j'ai, je crois que c'est avec la tête de Woody Allen. Et bah, il est dit quelque chose sur Kitano qui est décrit ainsi. Acteur et réalisateur touche à tout, imprévisible, il incarne souvent le protagoniste pince sans rire de ses propres films, composition et cadrage soignés. Et aussi, dans une édition actualisée de l'ouvrage Le cinéma japonais de Max Tessier, publié en 2018, l'auteur il décrit le film comme inégal, le justifiant ainsi. Il s'oriente vers une exacerbation du moi qui semble un peu vaine. L'été de Kikujiro est une comédie drôlatique en forme de road movie picaresque. Alors le film, il aborde des thématiques, évidemment. On va commencer par à peu près vers les 30, pas les 30 non, et vers les 13 minutes de film plutôt. 30 minutes, je vais y revenir après. Vers les 13 minutes de film, on a un livreur qui vient déposer un colis chez le petit Masao, qui est à ce moment-là seul chez lui. Ça va même être une récurrence au début du film pour le petit Masao, puisqu'il va souvent être seul. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui est propre à la société japonaise, que j'ai observé moi-même là-bas, même si on pourra trouver des équivalents dans des pays asiatiques, voire même dans d'autres continents, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Et là, je vais reprendre un article de Guillaume d'Andrea, dans sa critique du film. Donc, le livreur, il lui demande s'il a un hanko, ce qui est l'équivalent d'un seau en français, qu'on peut appeler un seau S-C-E-A-U. Au Japon, un seau a une valeur juridique importante, bien plus qu'une signature faite à la main. Et lorsqu'ils ont besoin de signer un document important pour une démarche administrative au Japon, comme la création d'une entreprise ou l'ouverture d'un compte bancaire, eh bien il est nécessaire d'avoir un hanko, qui est un sceau qu'on utilise avec de l'encre rouge, tout du moins au moment de la sortie du film. Donc là, je cite directement l'article de Guillaume d'Andrea.
Le saut peut revêtir pour certains davantage d'importance car sa taille, sa complexité, le style des caractères ou le matériau, c'est surtout le matériau qui est important, utilisés pour le fabriquer sont autant de détails qui peuvent afficher le statut social de son propriétaire. Et c'est en voyant l'adresse sur le colis qu'il va avoir envie de retrouver sa mère. Et la précision de ce détail, ça en dit long sur le besoin de Kitano de présenter cet aspect de la sociologie du Japon. Parce que lui-même, il vient d'une famille pauvre de l'après-guerre, hein, faut le savoir. Et d'ailleurs, pour montrer la distance entre Tokyo et là où vit la mère de Masao, on peut le savoir puisque l'adresse est indiquée sur le colis. En fait, il s'agit de la ville de Toyohashi parce que en translittération romaine, il y a un H, donc le H est expiré, donc c'est Toyohashi, au sud de la préfecture d'Aichi. C'est à environ 3h30 de route en voiture depuis Tokyo de nos jours. Hein. Je ne sais pas combien c'était à l'époque. Et moi-même, j'ai fait un voyage personnellement entre Tokyo, enfin plutôt l'inverse, entre Nagoya de la préfecture d'Aichi et Tokyo. Effectivement, c'est à peu près 3 heures. C'est pour vous donner une idée, sachant que Toyohashi c'est au sud de la préfecture d'Aichi et Nagoya c'est au nord de la préfecture d'Aichi. Et donc on a affaire à une œuvre qui est grand public et expérimentale. Un peu expérimentale. C'est grand public parce que c'est différent de la violence de ces films mettant en scène des Yakuza, c'est plus doux, c'est différent de la mise en scène de voyous et il y a une absence d'opposition physique. Même si elles sont présentes hein, dans la diégèse du film. L'action de l'acte violent en soi, il n'est pas montré, mais il est explicite. Et dans un entretien, il lui a été demandé si cela a été fait exprès que la violence ne soit pas visible. Donc il va répondre dans cet énième entretien que je cite, c'est simplement que mon scénario n'en comportait pas. Le film donne effectivement l'impression d'être dépourvu de toute violence, mais les personnages y font preuve du même détachement que dans mes premiers films. Les personnages de mon film, ils ont une mentalité plus proche de celle de leurs prédécesseurs qui n'y paraît au premier abord. Et dans une scène très dérangeante, hein, lorsque le personnage que joue Kitano tabasse un pédophile, on le voit protéger l'enfant, retrouver le pervers juste avant, qui ne s'occupe de lui, puis partir avec Masao. Et le réalisateur, il fait le choix de ne pas montrer ce que son personnage a fait à cet homme sinistre. Et nous avons tout de même compris, hein, avec un plan sur cet homme à terre. Et plus tard, il tabassera un conducteur de camion, avec une prise de vue faite de très loin, où on voit les gestes violents, comme pour dire qu'il est décidé à lui régler son compte, et bah, que personne n'interviendra pour l'arrêter. Même le moment durant un festival, donc un festival au Japon, vous savez, ces festivals estivaux qu'on peut avoir, ça s'appelle des Matsuri, pas que pendant l'été bien sûr, hein. Donc durant un Matsuri où il se fait frapper, et ben, le personnage que joue Kitano, il est en sang. Et Masao, il va laver son visage, comme pour dire que même quand il est blessé, et ben, il ne faut pas le montrer, ou alors, si c'est montré, il faut le soigner très vite. Si cela se voit, il faut le cacher très vite. Il faut enlever les blessures très vite. Et ils prennent soin l'un de l'autre mutuellement, mais de différentes manières, bien sûr. On a un enfant et un adulte. Le film, il parle avant tout de l'enfance. Ça parle de l'innocence et ça parle de la solitude. Et cette solitude, elle est marquée, par exemple, par le fait qu'il joue tout seul au foot, alors que les autres enfants sont partis ailleurs en vacances. Bon, je sais que c'est purement anecdotique ce que je vais rajouter, mais sachez juste un truc, il porte les maillots du Pays-Bas, et les Pays-Bas ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde de 2002. La Coupe du Monde de 2002, c'est une Coupe du Monde qui a eu lieu en Corée du Sud et au Japon. Et habituellement, les Pays-Bas, c'est une équipe forte, mais pour cette Coupe du Monde, gars, ils se sont pas qualifiés, et ça leur arrive pas souvent. Voilà, sachez juste ça. Masao, donc, il est en face d'un monde adulte souvent cruel et absurde. Il est intéressant de voir comment le film aborde le sujet de la parentalité, évidemment de la solitude de l'enfance, et de la capacité des enfants à trouver des moments de joie dans des circonstances difficiles. Alors il y a aussi la figure paternelle absente ou défaillante, hein, qui est un thème récurrent chez Kitano. Kikujiro, ce n'est pas un bon modèle, mais il devient un compagnon, un guide à sa manière,
une sorte d'anti-héros qui voit d'abord ce parcours comme un fardeau, presque ordonné par sa femme. Parce que oui, même si la déduction semblait évidente, mais en fait Kikujiro, c'est le nom du voyou que joue Kitano-san. Et dans la critique du film sur Criticat, Nicolas Brarda parle même d'anti-adulte. Kikujiro, c'est un homme immature. Ça c'est clair. Alors on peut aussi y voir une réflexion sur la nostalgie, bien sûr. Le souvenir d'un Japon rural et simple. Le film il est rempli comme ça de moments qui n'ont l'air de rien, mais qui sont chargés d'émotions, de désirs inassouvis et de blessures cachées. Et la quête de Masao, elle est vaine, mais dans cette errance, il se passe quelque chose d'assez profond, un peu existentiel. Derrière cette façade triste, le film, il reste drôle. En fait, Kitano, il s'amuse, et il veut amuser le petit garçon. La place de l'humour, elle y est importante. On a des scènes burlesques, absurdes et un peu cartoonesques. On est loin du rire gras, selon moi. C'est souvent un humour un peu tendre. Alors, certes, parfois pas très joyeux, Et d'ailleurs, on pourrait se demander comment cet humour sert à alléger les thèmes graves sans les minimiser. Et bah Kikujiro, il n'est bien sûr pas un homme de bonne compagnie, mais il reste complexe, où on voit des moments irresponsables et en même temps des moments de protection. Il utilise tout ça pour arriver à ses fins et le laisse par moments le petit Masao avec des inconnus qui n'ont pas beaucoup de mœurs. Rapidement, Kikujiro il utilise l'argent que lui a donné sa femme pour des jeux d'argent alors que cela devait servir pour son voyage avec Masao. Et, il parie sur des courses de vélo appelées Keirin au Japon. C'est un jeu très prisé par les parieurs là-bas, autant que les courses du PMU en France. Le Keirin, c'est aussi une discipline olympique durant les JO pour les courses de vélo en salle. Alors, il est aussi à préciser que le fait que ce soit la femme de Kikujiro qui lui ait donné cet argent, c'est pas du tout un hasard. En fait, dans la tradition japonaise, la femme s'occupe de la gestion du budget familial. Et dans un parc, Kikujiro, il va retrouver Masao avec un pédophile, dont je parlais plus tôt, qui va abuser de lui. Et dans une séquence où la violence n'est pas totalement montrée, on comprend très bien qu'il s'est occupé de sauver l'enfant en réglant le compte à ce vieux pervers. Alors après, ces films comme Sonatine et Hanabi, qui sont des films noirs, un peu durs et un peu marqués par le désespoir, et bien ici, Kitano, il nous montre qu'avec un enfant, il n'est pas question de lui laisser un destin fatal, ni de montrer de violence sanguinaire. Il doit le protéger, le ton se voulant plus léger. Et une des limites, je trouve, de la violence chez ce réalisateur, elle se situe là, lorsqu'il est en charge d'un enfant. L'été de Kikujiro, c'est sa 4e réalisation après son accident de scooter. Donc on pourrait y voir une potentielle remise en question de sa place sur Terre. Hanabi avait déjà des passages très émouvants et poétiques au milieu d'une œuvre tragique. Et sûrement donc un tournant dans sa vie personnelle et artistique. Et on y voit donc dans ce film une évolution de la relation entre Masao et Kikujiro qui peut être mise en parallèle au parcours artistique de Kitano lui-même. Et il passe une figure comique et agaçante à une forme de parentalité, de paternité imparfaite, mais sincère. Et pourrait-on considérer même Kikujiro comme une métaphore? Peut-être pour l'enfance perdue ou pour le chaos de la vie adulte. Et ce voyage, c'est comme une allégorie de la croissance. C'est la découverte de soi et l'apprentissage des autres. Ce sont des rencontres absurdes, des situations comiques, qui sont un peu tragiques parfois. Et tout cela, qu'est-ce que ça dit sur l'humanité? Est-ce qu'il faut se fier aux apparences? J'y vois aussi l'idée de réparation émotionnelle et de résilience. Masao et Kikujiro, ils se complètent et ils apaisent leur cœur tous les deux. Et on a des liens intergénérationnels entre Masao et tous les adultes qu'il rencontre, qui montrent un contraste assez émouvant. C'est-à-dire qu'on a une innocence qui découvre le monde adulte et ce qu'il peut apprendre. Et je me suis posé une nouvelle question, enfin une autre question. Pourquoi Takeshi Kitano il a réalisé ce film? Et surtout, pourquoi l'a-t-il fait de cette façon? J'y vois une volonté de s'éloigner de la violence de ses films précédents pour explorer des thèmes
un peu plus doux, un peu plus personnel. Même si, déjà, Kid Sweeturn, c'était fortement inspiré de sa vie. Hein. Et j'y vois aussi une introspection sur l'enfance et la paternité après les conséquences de son accident, où il a failli perdre la vie. Hein. Et le film, c'est certainement le plus autobiographique qu'il a réalisé, que ce soit pour le rôle qu'il interprète ou celui de l'enfant. Alors, il aborde des aspects de feel good movie afin de rendre son œuvre joviale. Parce que oui, même dans une enfance difficile, il est toujours possible de réparer les bobos. Hein. Et il lui a été demandé dans cet entretien d'avril 99 s'il suit à la lettre son script. Il répondra si je compare mon tournage à la cuisine française, mon scénario m'indiquait que les ingrédients à utiliser c'était ça. En fait, je ne savais pas s'il fallait faire de la friture ou s'il fallait faire bouillir. Si la friture loupait, je tentais l'ébullition. Je n'ai aucune idée préconçue quand je tourne. Alors, qu'est-ce que ça donne esthétiquement du coup tout ce film? Eh ben, c'est un film déjà qui est à part dans sa filmographie et on y voit un changement de ton. Mais il garde sa signature visuelle. C'est une réalisation assez épurée, assez picturale. En fait, on a une simplicité dans les décors, qui sont souvent extérieurs, et qui utilisent les paysages comme cadre spatial. On a aussi une simplicité dans les mouvements de caméra. De Kikujiro, il est divisé en 9 tableaux qui incluent... alors je vous les dis pas tous, hein, mais il y a la femme de Kikujiro, qui est donc l'ancienne voisine de la grand-mère de Masao, on a le pédophile, la petite cloche et l'homme pieuvre. Et on a des tableaux qui font office un peu de cahier de vacances ou d'album photo. Un album photo que remplit le petit Masao par des moments vécus durant son été. Et le style visuel de Kitano, il est reconnaissable. On a des plans fixes, on a des plans larges, des cadres composés avec minutie, on a une grande attention au rythme et à la respiration du film et aux longues séquences. Et donc, avec tout ça, on va préciser sur ce que fait Kitano avec les plans fixes. On en a beaucoup. La caméra, elle bouge très peu, ce qui donne une impression de calme et de stabilité. Et cela permet de mettre l'accent sur les mouvements des personnages dans le cadre, ne serait-ce qu'avec Masao, lorsqu'il marche seul sur une route de campagne. Le plan est fixe, on le voit s'éloigner lentement, ce qui renforce un peu son isolement. On a un plan qui semble aussi figé dans le temps, c'est celui du livreur qui attend que Masao trouve le Hanko. Vous savez, le seau là. Et ben il attend, il est stoïque, mais sans exprimer quoi que ce soit. On pourrait presque se trouver dans un film de Yasujiro Ozu. C'est un de mes réalisateurs préférés. Hein. C'est un plan bas en intérieur, avec un point de vue depuis l'intérieur vers l'extérieur, avec le cadre de la porte d'entrée et celui d'un passage entre deux pièces à l'intérieur. Kitano, il utilise aussi des plans larges. Il aime filmer ses personnages de loin, ils sont souvent perdus dans de grands espaces, et cela accentue leur vulnérabilité. Il y a une séquence qui est même magnifique où notre duo de choc est assis dans un champ, vu de très loin. On n'entend presque rien. On voit juste deux silhouettes dans l'immensité. Alors c'est un plan atypique du style kitanesque, où on ressent la solitude et la fragilité de l'être humain. Il utilise aussi des plans symétriques et des compositions géométriques. Alors il y a souvent une recherche d'équilibre dans les cadres. Les personnages ils sont centrés, ou alors ils sont placés selon une logique de symétrie, parfois inspirée de la peinture japonaise traditionnelle. Et cela donne au film un aspect presque contemplatif. C'est un peu comme un tableau vivant. Et ceci est par exemple visible lorsqu'ils sont à l'hôtel, et le montage les montre faire des choses que n'autorise pas l'employé de l'hôtel. Alors tantôt ils pêchent, tantôt ils sont sur une barque, c'est presque des gags. Et à chaque fois, l'iconoclaste Kitano, il joue sur la place des personnages comme dans un tableau. Takeshi fait aussi des insertions comiques dans son montage. Il utilise des plans courts, parfois proches de sketchs visuels, avec des coupes très franches. C'est le cas lors des séquences où Kikujiro tente de gagner de l'argent dans un tripot ou en arnaquant des gens. La coupe elle est abrupte, elle accentue l'effet comique. Et il emploie aussi des ralentis très ponctuels, dont la scène où Masao joue avec le jeune couple. On a aussi la route qui est montrée
comme une parenthèse onirique, presque hors du temps. Et le rythme, il est lent, il est contemplatif. Ça permet une immersion dans les émotions des personnages. Et il laisse le temps à ces scènes de vivre. Il laisse le temps à ces scènes d'exister sans les surcharger. On n'a pas beaucoup de dialogue, et on comprend tout de même ce qui se passe sans. Alors il y a aussi une absence de dialogue appuyé. On a beaucoup de scènes qui n'ont que quelques mots, voire aucun. Kikujiro, il ne veut pas dire qu'il est un ancien voyou, et on va le comprendre exactement plus tard, même si on avait déjà plus ou moins une idée. Mais par exemple, il va se mettre au bord de la piscine, et quand il va enlever sa chemise hawaïenne, eh ben, la caméra, elle va montrer son grand tatouage de Yakuza sur le dos. Alors c'est suffisant, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et est-ce que les amateurs de Yakuza ou de tatouage ou de dessin en général pourraient me dire ce que signifie ce tatouage? J'ai pas trouvé. En fait, chez Kitano, le non-dit, il est central. Et comme il est au bord de la piscine, ben Masao, il va lui demander à son mentor s'il sait nager. Alors, Masao, comme il a été un peu abandonné, on pourrait supposer qu'il soit normal, qu'il ne sache pas nager. Sauf que Kikujiro, lui, bah, il sait pas non plus. Il va nager avec une bouée d'enfant, dans une scène où il sait à peine faire la nage du petit chien, enfin c'est un espèce de crawl de quelqu'un qui sait pas nager. À un moment même, il est secouru car il manquait de se noyer. On a donc aussi dans ce film des paysages estivaux qui sont baignés d'une lumière douce, qui est évocatrice de l'été japonais. Ils sont presque un rôle à part dans le film. Cela fait office de cadre joyeux pour le petit Masao. D'autant que la lumière, elle est naturelle. Cela nous montre la large palette d'endroits magnifiques qui existent loin de Tokyo avec une végétation impressionnante et le fameux bruit des cigales durant les périodes de chaleur. On y voit alors un contraste visuel et tonal. On a une esthétique lumineuse qui contraste avec ces films précédents. Et on y voit aussi un équilibre entre la légèreté du cadre visuel et la gravité des émotions explorées. Il y a une poésie dans le regard qui porte sur les lieux traversés. La mer, les routes, les petites villes de province, tout cela est filmé avec une forme de pudeur et de retenue, structurant ainsi un très bon road movie. Et dans un entretien encore, à propos du film, Kitano, il parle de son directeur de la photographie dans l'été de Kikujiro, Katsumi Yanagishima. Je lui ai dit de prendre des risques, de filmer des plans comme on n'en avait jamais vu. C'est plus rigolo, je trouve. Il est allé très loin. À quoi bon demander à un caméraman de refaire ce qui a déjà été fait? J'ai demandé au cadreur de faire des folies pour m'amuser. Oui, parce que même quand il tourne, Kitano, il cherche l'amusement. Tout comme il s'est amusé dans le montage en proposant une succession d'images qui surprennent, des ellipses qui vont opposer des images entre elles, et un jeu sur le regard que peuvent montrer des points de vue comme celui d'une libellule. Oui, parce que Kitano, il nous propose un regard à travers les yeux de cet insecte. C'est un regard fragmenté qui soutient l'idée. Je trouve que Kitano, il voit beaucoup de choses à la fois, avec des pensées complexes et avec des activités très variées. Il joue aussi sur la déformation du regard en filmant, on peut en rapprocher la jante d'une roue de véhicule, où on voit Kikujiro et Masao montrant une volonté de Kitano de prendre des prises de vue particulières. Et d'ailleurs, qui s'attend à ce qu'ils marchent ensemble avec une grosse feuille sur la tête, à ce cauchemar sur une planète rouge, à ces déguisements rigolos, à la façon dont Masao va retrouver sa mère. Alors, on sait que Kitano, il est surprenant. Mais alors, comment il va surprendre, c'est un tout autre exercice. Alors, il est vrai que la photographie de Yanagishima, elle est très belle. Elle souligne un rendu très parlant. Elle est douce, cela montre le ciel bleu, les champs de tournesol, la verdure bien distinctive de la végétation des endroits éloignés de Tokyo et les routes de campagne. Et ce décor, je trouve, il crée un contraste fort avec le personnage de Kikujiro lui-même, qui est plus brut, presque hors sujet dans ce décor poétique, d'autant plus qu'on le voit avec des vêtements comme un pantalon noir et une chemise blanche, donc forcément qu'il dénote. Donc ceci, ça rend une richesse visuelle au long métrage. Et la place de certains objets est aussi à noter, notamment la clochette, la petite cloche.
et tous les objets et les costumes utilisés par les adultes que Masao va rencontrer durant les scènes de jeu improvisées. Alors je retiens aussi le travail sur le silence, qui est une constante aussi chez Kitano. Mais ici, cela prend une dimension un peu différente. Le silence, ici, il devient le langage principal de la relation entre Kikujiro et Masao. On a un exemple marquant de ça, c'est la scène du coucher de soleil où il marche sans rien dire après un moment difficile. Tout se passe par le corps, par le cadrage et la lumière. Ceci est justifié, je pense, parce que dans ce long métrage, et ben comme dans la vraie vie, les émotions les plus profondes ne trouvent pas toujours de mots. On a des choses comme l'amour, la honte, la culpabilité, l'abandon, tout cela flotte entre les silences. Et on a aussi beaucoup de choses qui passent par les regards, par les gestes et les ellipses. Les ellipses car Kitano il ne nous montre pas l'entièreté de l'été qu'ont vécu Kikujiro et Masao. C'est aussi un cinéma de la suggestion, plus que de l'explication. On a beaucoup d'événements importants qui ne sont pas montrés, mais qui sont suggérés. Cela donne une grande pudeur au film. En fait, c'est un cinéma minimaliste qui a pour but la charge émotionnelle, y compris dans les sons et la musique, rendant réaliste un peu son œuvre. Et les sons, comme les éclaboussures de la piscine et de la mer, les passages de voiture et surtout la petite coche, tout cela sert d'appel à l'ange gardien pour Masao. Alors en fait, on devine qui est son ange gardien, parce que lorsqu'il l'utilise, on a un effet spécial qui montre un petit ange arriver dans la clochette de Masao, alors que il est dans un gros tuyau en béton. Et ce tuyau, il cadre aussi au loin Kikujiro. En fait, Kitano, il construit un langage visuel qui est spécifique à son film avec ça. Il ne ressemble pas à beaucoup de réalisateurs, je trouve, au moins au Japon. Et Kitano, il joue aussi avec le slapstick et les gags muets. Il a appris le métier de comique déjà de manière improvisée, mais surtout le métier de réalisateur de façon improvisée. Et même si l'art l'intéresse grandement, on peut pas dire que Kitano c'est un académicien pur. Il a côtoyé des artistes, il a réalisé des œuvres artistiques, il a même fait une exposition à Paris, mais pour autant, il n'évoque pas de mentor en particulier, excepté peut-être Kinji Fukasaku, dont il a repris le projet de Violent Cop. Son style décalé, il peut éventuellement s'en rapprocher, si on s'attarde sur les films de Yakuza de Fukasaku, mais le cinéma de Kitano, il est moins percutant dans l'image, il est peut-être même plus subtil, encore plus dans les têtes de Kikujiro, où compagnon de route qu'il incarne se doit d'être léger, de par le parcours qu'il entreprend avec l'enfant. Alors, je recite l'ouvrage 501 réalisateurs de Schneider, où le style de Kitano est décrit ainsi. Les diverses branches de son œuvre imprévisible sont unies par une approche caractéristique de la composition, de la couleur et du montage, de même que son jeu tend vers le laconique et l'humour à froid lorsqu'il tourne. Il ne montre que ce qui est essentiel pour atteindre son but. Ces images sont impeccablement composées, il omet les plans d'installation et de coupe auxquels les réalisateurs ont généralement recours, et les plans montés ne durent que le temps nécessaire pour qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Cette esthétique minimaliste ne paraît pas forcée parce que son œuvre comporte trop d'humour pour sombrer dans la grandiloquence. Au contraire, elle semble faite pour ses protagonistes, généralement interprétés par lui-même, qui donne constamment l'impression de se poser de grandes questions existentielles. Comment vivre et mourir d'une façon qui leur ressemble. Alors, aussi, j'ai entendu dans une vidéo d'un youtubeur Connor Hogg en 2025 que le parcours cinématographique de Kitano est peut-être comparé à celui de Clint Eastwood aux États-Unis. Ça paraît curieux dit comme ça, mais en effet, les deux, ils ont démarré en tant qu'acteurs, puis ils ont rapidement réalisé, jouant souvent dans leurs propres films et proposant une lecture de leur pays respectif dans chacune de leurs œuvres. Même dans l'attitude de leurs personnages, ils incarnent des hommes froids, stoïques et marqués par les épreuves de la vie. Et dans quelques critiques que j'ai lues entre Sens Critique, Letterboxd et IMDb qui concernent les Kikujiro, j'ai aussi lu des comparatifs avec Quentin Tarantino. Bon, comment dire, alors là je suis un peu plus sceptique, mais j'aime bien Tarantino, mais hormis la brutalité de leur cinéma respectif, par moment évidemment, je ne vois pas de rapport esthétique ou d'utilisation
de dialogues similaires. Alors encore moins dans les titres Kikujiro, parce que déjà ça cause beaucoup chez Tarantino, et pas chez Kitano. Et de plus, le montage, il est plus vif chez Quentin que chez Takeshi. Alors éventuellement, on peut leur attribuer leur référence à Fukasaku, puisque Tarantino s'en est inspiré pour certains de ses films et a même participé à au moins un échange lors d'un entretien en 2001 pour une rétrospective sur Fukasaku à un événement, et Kitano de par son projet Valiant Cop et son hommage dans Sonatine et sa participation dans Battle Royale. Mais je pense que, en fait, ça s'arrête là. Hein. Alors, je doute pas, par contre, que Tarantino apprécie le travail de Kitano. Ça, c'est sûr, ne serait-ce que si on compare Valiant Cop et Reservoir Dogs. Alors, on peut aussi ajouter quelque chose sur la musique. La musique de Joe Hisaishi, elle est magnifique. Et les mélodies au piano, elles sont simples. En fait, ces mélodies, elles ont une dimension émotionnelle assez profonde. Tout cela, ça participe à créer une espèce d'ambiance onirique, un peu douce amère, presque magique. Ce sont des mélodies simples, qui sont répétitives. En plus, ce sont des mélodies qui ne sont pas beaucoup présentes. Puisque je vous l'ai dit, il y a une place du silence importante dans le film. Mais la musique, par conséquent, elle n'est pas très présente. Et du coup, quand elle apparaît, ça fait sens. Et elle accompagne le récit sans jamais le surligner. Cette musique est créée un contraste avec certaines scènes où le comique frôle le tragique. Et elle est là pour nous rappeler que l'enfance, c'est aussi cela. C'est une suite de rêves, de déceptions et de petits miracles et de grandes tristesses. Et ce n'est pas la première collaboration entre Kitano et Hisaishi. Mais cette fois, Kitano, il a donné davantage de directives envers le musicien afin que la bande originale corresponde au film et nous amène dans une aventure estivale. L'âme du film a fait office de fil rouge émotionnel, disant ce que les personnages presque ne peuvent pas dire. Et tout cela nous amène vers le jeu d'acteur, qui est fondamental bien sûr. Tout comme la galerie des personnages avec lesquels on a de l'empathie. Le petit Yusuke Sekiguchi, il est bouleversant de justesse. Il a un visage qui est presque impassible, pas très bavard, et sa manière d'être un peu en retrait, ça nous touche justement parce qu'il est sans artifice. On est aux antipodes des enfants au comportement impossible des films de Steven Spielberg. Bon, je sais que c'est pas du tout le même type de film, mais chez Kitano, quand je vois un enfant, bah j'y crois. Et Kitano lui-même, dans le rôle de Kikujiro, il décale complètement l'image qu'on peut avoir de lui. Alors il est drôle, il est maladroit, il est parfois méchant, mais il nous touche. Et il est économe en expression aussi. Et bien qu'il reste vilain avec les personnages qu'il côtoie, n'obéissant qu'à sa femme et encore au début du film, et ben, il donne à son personnage une profondeur assez étonnante, sans jamais tomber dans le pathos. Et on pourrait presque se demander si Kitano il joue pas une version de lui-même, tant le rôle qu'il incarne est fascinant. Il est tout ce qu'un adulte responsable ne devrait pas être. Il est colérique et il est assez immature, ça on l'a dit. Et pourtant, c'est par lui que vient la tendresse. Alors oui, il ment, il triche, il vogue même pour aider Masao à continuer son voyage. Et quand Kikujiro et sa femme récupèrent l'enfant, alors que ce dernier se faisait racketter par une bande d'adolescents, et ben ils vont prendre une boisson dans un bar, et on a deux employés qui s'exercent en faisant des claquettes. Donc c'est une drôle de situation qui interroge notre homme, qui se demande qu'est-ce que c'est. Il dit qu'il ne connaît pas les noms de Fred Astaire et de Gene Kelly qu'on lui évoque. Alors que, dans la vraie vie, Kitano, il a fait des claquettes sur scène. Hein. Et on peut même trouver sur YouTube des extraits d'émissions de télévision où on a Beat Takeshi qui en fait. Hein. Et apparemment, il se débrouille pas mal. Et même lorsqu'ils seront à l'arrêt de bus, qu'est-ce qu'il fera Kikujiro? Il fera des claquettes sur la route pour amuser Masao. Hein, chasseur naturel, il revient au galop. Hein. C'est aussi intéressant de savoir que Kitano lui-même s'estime ne pas être un cinéphile à la base. Et différent de réalisateur. Hein. Avant, je disais que c'était pas un académicien. Et là, je parle de cinéphile. Je parle pas de la même chose. En fait, il considère qu'il n'a pas beaucoup de références cinématographiques au moment où il commence sa carrière de réalisateur. Hein. C'est davantage un comique et un animateur de télévision où c'était des situations qu'il aimait improviser. Alors, ceci dit, je me demande tout de même s'il n'a pas vu des mecs comme Charlie Chaplin ou Groucho Marx ou même Buster Keaton
avec ces scènes burlesques qui ressemblent à ces cinéastes. Hein. On a par exemple une référence qui pourrait être justifiée, hein, ce serait celle du film Le Kid de 1921. Et même sur la fiche IMDb du film, alors ça vous pouvez vérifier pour n'importe quel autre film, hein, mais on peut avoir des indications, des références cinématographiques présentes dans les œuvres. Et dans l'été de Kikujiro, on peut noter par exemple la façon de se battre de Kikujiro avec un chauffeur de camion qui ressemble au combat de singes du début de 2001 Odyssée de l'espace. On a aussi Stand By Me qui est cité sur l'affiche, qui peut être donc un parallèle de fait avec la quête de la retrouvaille d'une personne bien connue. Et on a une référence où j'ai dit « Ah bah oui, bah bien sûr !» Évidemment, c'est lorsque notre ex-Yakuza, il manquait de se noyer, et bah il a la tête en bas, les pieds en l'air, et cette scène, elle est comme une scène d'un cadavre dans un lac, dans le long métrage Le complot de la famille Inugami, qui est un thriller de Konichikawa, il faut bien le prononcer, hein, qui est sorti en 1976 et que je vous conseille de regarder. Et le manque de culture cinématographique supposée de Kitano, c'est relatif. Parce que dans le reste du film, moi j'y vois une dualité entre l'homme burlesque et l'homme blessé. Le burlesque pour gommer les blessures, pourquoi pas. Mais en tout cas, quand on écoute Kayoko Kishimoto, l'actrice qui joue la femme de Kikujiro, elle dira sur Kitano, il restait ce gamin fripouille des quartiers populaires de Tokyo. Il fait l'imbécile comme un gamin. Et dans le même entretien que j'ai cité plus tôt, Kitano il explique pourquoi au début du tournage il a pris volontairement ses distances avec Sekiguchi qui incarne Masao, lui-même s'estimant mal à l'aise avec les tournages où il y a des enfants, et pourquoi surtout il a choisi Sekiguchi. Mes auditions ont convoqué beaucoup d'enfants ayant un physique avantageux. Je me suis demandé si durant le tournage ils seront aussi photogéniques. Alors j'ai fait mon choix sur Yusuke qui sortait du haut avec son physique un peu plus joufflu, même plus atypique. Je trouve qu'on s'attache plus à un gamin comme lui. Et en commençant le tournage, lui et moi, on ne se parlait que très peu. Comme mon personnage dans mon film. Et vers la fin du tournage, on était plus proches. Et comme dans le film, hein, du coup. Je ne crois pas au talent d'acteur des enfants. Effectivement, quand ils jouent presque trop bien par rapport à leur âge, c'est intéressant pour travailler, mais plus tard, ils deviennent prétentieux. Et je n'aime pas ceux qui jouent trop bien. Je préfère quand ils sont naturels, qu'ils restent eux-mêmes finalement. Je vois mon approche du jeu d'un enfant comme celle qu'on a quand on recueille un chien errant. On ne s'attend pas à ce que le chien sache jouer. On aimerait qu'il ait l'air attendrissant. Et sur un plateau de tournage, cela ne sert à rien d'accabler les enfants d'instructions fastidieuses. Quand on filme un chien errant, si on veut qu'il ait l'air content, il suffit de lui montrer un os. Et de la même façon, j'ai acheté des jouets à Yusuke pour qu'il m'écoute un peu de temps en temps. Donc là, on y voit évidemment une approche curieuse de sa part, hein. Mais la démarche, je trouve, est intéressante car en fait, il cherchait un moyen de performer un homme dont l'arrivée de cet enfant arrive sans le prévenir sur son chemin. Et bien que le passé de Kikujiro le pousse à agir envers les adultes de façon méchante, il est au contraire à l'écoute de Masao. Il ne se rend presque pas compte qu'il a succombé au besoin du petit garçon de revoir sa famille, ou en tout cas de retrouver une figure familiale. Il s'identifie à Masao, et malgré son attitude renfermée, par son regard, il transforme tout ce qui l'entoure, le petit Masao. Même les personnages les plus durs, ils en deviennent attendrissants. Même les situations les plus absurdes, elles en deviennent poétiques. Alors on peut prendre une scène précise, hein, celle où ils rencontrent les bikers excentriques qui vont camper avec eux. À travers le regard de Masao, ces marginaux ils deviennent presque des fées bienveillantes, jouant avec lui comme s'ils étaient dans un conte d'été qui aurait grandi trop vite, un conte qui explique que les rêves soient filmés comme si on était dans l'imaginaire de Masao, plutôt qu'en faire des scènes réalistes. Et Masao, il révèle une humanité cachée chez les adultes. Il transforme un ancien Yakuza en une figure paternelle maladroite. Il ne juge pas et il observe et il ressent. Et le film, il nous dit que l'enfance, ce n'est pas seulement une période de vie, mais une posture plutôt. Celle de l'émerveillement malgré tout. Et ne sachant pas trop quoi lui dire au début,
ils trouvent à la fin un moyen de l'amuser et ils jouent tous les deux en faisant des bêtises. Bon alors c'est surtout Kikujiro qui est à l'origine des bêtises bien sûr, hein, proposant des solutions alambiquées qui marchent par la ruse, hein, bien qu'il ne soit pas très malin. Et au lieu de sauter au-dessus de l'obstacle, lui il va chercher à le contourner. Un des exemples est durant un Matsuri ou sur un stand de tir pour gagner des prix, et bah, pour obtenir une grosse peluche, il va utiliser des cailloux à la place de la petite carabine. Et le gérant du stand va lui expliquer que non, le nounours, c'était même pas une récompense prévue. Et le pitre qui jouait donc dans le rôle de Pete Takeshi, il s'est finalement jamais éloigné. Et puis derrière l'âpreté de façade qu'il affiche, se cache un homme sensible. Un humour qui a su traverser les frontières dans une compréhension universelle. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être japonais pour comprendre tout ça. Hein. En fait, un Français, un Fidjien ou un Algérien, il va comprendre le film en voyant ce type de scène. Hein. Typiquement. Hein. En fait, c'est des bêtises qu'un loupard d'un autre pays aurait sûrement fait aussi. Kikujiro, il va aussi casser la vitrine d'un camion parce que le conducteur, il n'a pas voulu les amener à leur destination et plus tard, il fera semblant d'être aveugle, la scène est très drôle, hein, pour attiser la pitié des conducteurs passant devant un arrêt de bus pour les arrêter il va même tenter de crever les pneus des voitures passant sur la route en posant une aiguille sur le trajet. En fait, tous les moyens sont utilisés par Kikujiro qui voit beaucoup de voitures passer sans les prendre. Et ça marque ainsi le fait qu'il soit délaissé avec Masao. Sans oublier son phrasé à Kikujiro. En fait, il gâche beaucoup de kono-diago. En fait, c'est un terme qui est insultant, qui équivaut à espèce d'idiot ou espèce de con. J'ai même entendu des extraits de VF, parce que oui, apparemment, le film a une VF. En tout cas, c'était passé comme ça dans un podcast sur le film, où ça avait été traduit par du con. Ça, c'est pourquoi pas. Alors je retiens aussi que le film il nous montre qu'en faisant des bêtises, c'est pas comme ça qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, hein, mais plutôt en étant sympathiques et solidaires, hein, à l'instar de l'écrivain avec son van qui est utilisé comme librairie itinérante qui les amène à destination et en tirera sûrement, pourquoi pas, une inspiration pour ses futurs écrits. Et donc, on a d'autres personnages qui intègrent le film. On a ce couple de baroudeurs qui va récupérer notre duo et il va amuser Masao avec des jeux de cirque qui seront d'une très belle tendresse. D'ailleurs, est-ce qu'ils projettent pas avec Masao leur propre désir d'avoir un enfant, hein. On va avoir les bikers qui vont jouer aussi le jeu pour divertir le petit garçon et quelques interactions de Kikujiro avec un employé d'hôtel, des joueurs de jeux d'argent et divers personnages très bizarres dont le pervers dans le parc. Alors, on a une des rencontres qui a certainement fait réagir le public japonais, qui est vraiment courte, hein. C'est celui avec un homme attendant un instant avec eux à un arrêt de bus. Et c'est pas n'importe qui, c'est Senzaburo Fukami, qui est l'ex-collègue du duo comique The Two Beats. Alors il fait aussi appel à d'anciens collègues de télévision, ayant entre autres participé à l'émission Takeshi's Castle, qui sont donc Masayuki Suzuki et Ryakoide qui jouent les bikers. Et tous ces personnages, ils ajoutent quelque chose dans l'univers du long métrage avec ces jeux improvisés sur la plage, comme le 1, 2, 3 soleil et ces déguisements un peu folkloriques. Masao, il va rencontrer des adultes très différents les uns des autres. Il va être confronté à de la méchanceté et à la turbulence de Kikujiro, qui va rapidement s'effacer et montrer de la gentillesse et de la bonté, dont feront aussi preuve les bikers et l'écrivain. Ils jouent avec Masao et lui font vivre un bel été, et peut-être même un été qui n'oubliera jamais, car il ne risque pas de vivre une aventure aussi folle et aussi divertissante dans sa vie. C'est un peu une troupe de théâtre improvisée. Ouais, c'est ça, on pourrait dire que c'est cette espèce de groupe de copains improvisés, cette espèce de groupe artistique improvisé, une bande de copains hétéroclites qui va chercher à divertir Masao, ne serait-ce qu'au moment où il pêche. Hein. Voyant que la prise est nulle, ce père de substitution pour Masao va demander aux bikers de jouer un poulpe et une carpe en se déguisant comme ça. Bon, en fait, ils vont jouer dans un champ de maïs aussi et ils vont se déguiser aussi là. En fait, on va avoir tout un tas de jeux pour occuper
l'esprit de Masao, marquant une lecture fascinante de comment les personnages vont occuper l'espace de jeu. Et étant à la recherche de sa mère, eh ben, toutes ces personnes, ils sont l'illustration d'un proverbe africain. Il faut tout un village pour élever un enfant. Alors, je justifie l'utilisation de ce proverbe par le fait que l'éducation d'un enfant n'est pas uniquement liée au foyer familial, mais par le biais de personnes extérieures à la cellule familiale et contribuant à son apprentissage par divers domaines de compétences que la famille n'apporte pas. Et l'une de ces institutions qui répond à cela, c'est bien sûr l'école. Et Kikujiro, il fait donc office, j'en ai parlé plus tôt, de Oji-chan. En fait, c'est un terme qu'un enfant pourrait employer pour parler de son oncle ou de son grand-père. Et chan, à l'intérieur, ou san, ça dépend, je vais pas vous faire des cours de japonais maintenant, mais en gros, chan, c'est une marque d'affection comme les termes oto-san pour le père et oka-san pour la mère. Et Masao, donc, l'appelle Oji-chan. Alors, il faut se rappeler aussi d'un truc. C'est une drôle d'histoire, ce film, parce que il y a un personnage qui était la raison de l'aventure de Masao, c'est sa mère. Alors, il la revoit, de loin, accompagné d'un homme et d'un enfant. Eh ben, le pauvre petit Masao, bah, il tombe des nues, il n'avait pas de nouvelles, et il se sent trahi. Et il rebrousse chemin, il va pas la voir. Et au lieu donc de les réunir, Kitano, il va en décider autrement. Il ne voulait pas une réunion trop sentimentale. Le personnage de Kikujiro lui disant même que le nom de famille c'était un autre sur la pancarte d'entrée, il y a une erreur et que ce n'est pas, bah oui, c'était pas sa mère. Donc il essaye de rattraper le coup comme il peut, mais les pleurs de Masao elles sont équivoques. Hein. On notera aussi que Kikujiro il ira vers la maison de la mère et il va se retrouver seul à son tour, euh, comme pour signifier que lui aussi sa mère lui manque. Et à cet instant, il se rappelle que il a vécu quelque chose de similaire et il va s'occuper de Masao un peu d'une autre manière. Alors, on pouvait aussi se demander si tout ce chemin entrepris n'était pas quelque part intéressé, car Kikujiro aurait pu dire à la mère qu'il a fait tout ça et qu'il mérite récompense. Lui qui est prêt à beaucoup de choses pour gratter de l'argent et il faisait même des blagues au petit garçon en disant t'imagines si je me marie avec ta mère, je pourrais être ton père. Enfin bon, il y a des trucs comme ça. Et tous les deux ils vont se retrouver face à la mer comme pour signifier que c'est la fin d'un chemin. Alors de toute façon Kikujiro il sait pas nager. Tu peux pas aller plus loin. Donc en gros on a une symbolique qui est aussi présente, qui continue en fait avec la rivière qui est là pour continuer la quête. En fait, au premier tiers du film, Masao il fait un cauchemar où sont mis en scène le pédophile du parc et sa mère dans un décor semblant se passer sur une planète aux couleurs rougeâtres, rouge-orange, à l'ambiance un peu glauque et clairement inspiré du théâtre kabuki. Hein. Dans le cinéma japonais, le théâtre kabuki, il a une place monumentale. Quand je parlerai des films japonais, très souvent vous m'entendrez parler de ce terme-là. Bien que, à part la scène que je décris là, c'est pas forcément le cas chez Kitano. Comprenez bien un truc, Kitano, c'est quelqu'un qui est un peu hors des codes du cinéma japonais. Donc là, il utilise le théâtre kabuki pour parler d'un rêve. Pas pour parler d'une situation classique, mais ça on en parlera pour d'autres films. Bref, en gros, Kitano il met en scène un cauchemar qui ressemble à une scène de Kagemusha d'Akira Kurosawa. Et on remarque d'ailleurs que la mère, elle ne peut rien faire lorsque son fils voit le pédophile tourner autour du gamin. Alors, faut quand même remarquer que le pauvre enfant, il a une famille qui le délaisse. Bon, le père est mort, la mère semble l'avoir oublié et a refait sa vie dans une autre famille, et sa grand-mère, que la femme de Kikujiro a appelé pour lui dire qu'il va l'amener jusqu'à sa mère, elle a pas l'air de se soucier plus que ça de son petit-fils. Tout du moins, on le voit un peu dans le film comme elle fait pas attention à lui. En fait, c'est un peu comme si toute sa famille voulait se débarrasser de lui, le pauvre gamin. Et donc, ce film qu'on pourrait qualifier de comédie dramatique, même si des fois les genres sur les films c'est un peu compliqué à déterminer, c'est un peu une invitation à ressentir et à interpréter. Déjà, c'est presque philosophique ce film, voire même par moments une critique sociale de la société japonaise sous des airs naïfs. Hein. Donc,
on pourrait se demander ce que nous dit cette œuvre, en plus de tout ce que j'ai expliqué. Bah peut-être que la vie, c'est un voyage un peu bancal, fait de rencontres improbables, où on a un besoin de liens humains. Peut-être que les figures parentales, ce sont des constructions qu'on ne naît pas père, et qu'on le devient par les actes. C'est comme ça que je le vois en tout cas, même si ces actes sont maladroits. Et Kitano, il interroge le modèle paternel. Hein. Peut-être que... Est-ce qu'on peut être un bon père si on n'a aucun repère soi-même? Peut-on transmettre quelque chose quand on n'a jamais rien reçu nous-mêmes? Et à travers ces maladresses, on sent une tentative désespérée d'être utile, d'être quelqu'un pour quelqu'un. Et il y a une mélancolie joyeuse dans ce long métrage en fait, un petit peu. C'est une envie de dire que l'enfance elle est faite pour être protégée, mais qu'elle survit aussi à tout. Que même quand le monde ne tourne pas rond, il y a des petits gestes et des tendresses qui changent tout. En fait, on dirait un film de Jacques Tati un peu, ou un manga de Jiro Taniguchi si vous connaissez. C'est un film qui, sous ses dehors simples, regorge de subtilité. Il touche, il fait rire, et parfois même il est très émouvant. Et l'été de Kikujiro, ça nous parle du temps. Le duo est composé d'un adulte et d'un enfant, c'est-à-dire deux générations bien différentes. L'adulte qui a gaspillé son temps pour devenir un voyou et l'enfant qui a tout à vivre et doit emprunter un chemin différent de celui de Kikujiro. Et longtemps après visionnage, je trouve que c'est un film qui continue à résonner. La preuve, vu comment j'en parle. Comme un souvenir d'été qu'on n'arrive pas à oublier. C'est un film sur ce qu'on perd et parfois ce qu'on retrouve. Alors, je voudrais citer Jules Melon qui, dans sa critique sur YouTube, parle de cynisme de la société japonaise, dans la société japonaise, en parlant des gens qui ont été mis en marge, ces gens méritant une meilleure éducation. Et ben moi, je trouve que c'est juste. Masao, il est délaissé par sa mère. Son père n'est plus là et la grand-mère, comme on l'a vu, s'inquiète pas trop qu'il soit parti avec un homme cinquantenaire inconnu. Ah, presque inconnu, disons que comme la grand-mère connaît la femme de cet ex-yakuza, c'est pas non plus un inconnu total de chez Total, mais vous comprenez l'idée. Et ben le fait que la société japonaise n'ait pas su lui tendre la main, et ben ça en dit long sur des thématiques encore actuelles en 2025, sur l'accompagnement des enfants et leur éducation par ceux qui doivent s'en occuper. Ceci étant, un sujet beaucoup trop vaste pour en parler ici, mais il est clair que Kitano, il apporte sa vision de la société japonaise. D'autant plus que vers 1h40 de film, Kikujiro il se rend à la maison de retraite où est sa propre mère. Donc il la voit de loin, il reste stoïque. Elle regarde dehors, un peu comme si elle attendait qu'ils viennent, n'ayant même pas pris la peine de regarder autour d'elle pour le remarquer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il repart. Et il la voit peut-être pour la dernière fois. Et la pauvre, elle a le regard vide, sachant qu'elle ne reverra potentiellement plus son fils, ou peut-être qu'elle avait déjà pensé avant. Et toujours dans cette lecture de la sociologie du Japon, le film il évite de montrer des rapports entre maître et élève. Parce que c'est une société très verticale. La famille de Masao, elle le délaisse et Kikujiro, lui, il va pas aller voir sa mère. Mais tous les deux, ils apprendront malgré tout de ce parcours en cherchant à mettre de côté leur malheur et leur remords. En fait, le Japon, c'est un pays où être comme les autres, c'est une norme. Et chacun de nos personnages ici, ils jouent des rôles un peu pas très conventionnels et ils subissent un regard froid envers eux. Et l'intégration dans cette société, elle leur est difficile. Hein. Leur rencontre semblait alors plus que bienvenue. Hein. Et Masao, en plus de Kikujiro, il est entouré d'autres adultes. Et tous ces adultes, ce sont des adultes qui sont bizarres, mais il est aussi entouré par des adultes qui sont absents ou qui sont fuyants. Et on pourrait même aller plus loin, puisque le garçon il part avec un inconnu, et on ne voit pas d'institution pour s'occuper de lui durant l'été. Il joue au foot tout seul, et on a un adulte qui lui demande d'aller ailleurs, sans que lui-même ne s'en occupe. Et puis en plus, l'adulte, il reconnaît Masao, hein. Il dit son nom, il dit « Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais là ?»
Et l'adulte, il dit ah bah t'es tout seul, ok, je m'en vais. Et de même que la police, qui semble inutile. Si éventuellement la grand-mère s'inquiétait et demandait à ce qu'on le cherche. Hein. Donc au final, son seul vrai soutien, il vient des marginaux. Donc Kikujiro, les bikers et le conducteur du van. Et donc le film, il suggère que les structures sociales, elles ont échoué et que l'humanité, finalement, elle réside ailleurs. Dans l'improvisation, dans le jeu et dans la fragilité des relations humaines. Kitano, il ne le dit pas frontalement, mais il le montre. Et c'est peut-être plus fort ainsi. Et on peut se poser une autre question, encore. Peut-on parler d'un manifeste sur la résilience et d'un manifeste sur l'importance des relations humaines? Bah certainement, oui. Parce que déjà personne n'est parfait, et puis pour Kitano, être bizarre, bah c'est pas un problème. Si les adultes sont comme ils sont, oui, ils ont leurs défauts, mais après tout, si cela n'empiète aucunement autrui, qui est-on pour les juger? Doit-on juger Kikujiro, lui qui a été bienveillant avec Masao? Oui, il est vulgaire et imprévisible. Et alors Masao, il a vécu un bel été grâce à ce mafieux pacifique, soignant son chagrin. Et Kikujiro, il a rempli sa mission. Lui-même étant très heureux de ce qu'ils ont vécu tous les deux, en ayant vagabondé ensemble à travers le Japon. Et tout comme on pourrait voir cette relation adulte-enfant en comparaison avec les films d'Abbas Kiarostami. On a aussi plusieurs plans qui nous montrent Masao courir. Hein. Courir pour fuir la morosité, pour fuir la déshérence, pour retrouver sa grand-mère, pour rejoindre sa mère, pour fuir les bêtises que fait Kikujiro, et pour rejoindre Kikujiro aussi. L'été de Kikujiro ne juge pas, il ne prêche pas non plus. On pourrait plutôt dire qu'il accompagne. Il nous dit que l'humanité se niche parfois dans les endroits les plus insoupçonnés. Dans une blague ratée, un jeu d'enfant, une main tendue sans mots. En fait, c'est un film ludique. Et comme Masao, orphelin un peu par la situation qu'il vit actuellement, il cherche sa mère, il cherche une mère, mais finalement, il trouve un père. Et c'est certes un père de fortune, ou d'infortune, hein, de hasard un petit peu, mais c'est un père quand même. Ce qui nous reste, du coup, dans ce film, c'est une émotion étrange. C'est pas une grande joie, c'est pas non plus une grande tristesse, c'est une douce mélancolie, un peu comme l'été qui s'achève. Et alors, je précise aussi quelque chose qui m'a un peu décidé de choisir ce film comme premier film à traiter, parce qu'avec tout ce que j'ai dit, je pense que mon ressenti se voit et que le film m'a touché. D'autant plus que dans mon contexte personnel, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai perdu mon papa au mois de janvier de cette année. Et ce film, je l'ai découvert à peu près 2 ans avant de partir au Japon durant un été. Et pendant un moment où j'ai entamé cette volonté d'y partir et éventuellement d'y rester sur le long terme. Et donc très récemment, j'ai voulu commencer ce projet de vidéo sur le cinéma. Et du coup, l'été de Kikujiro, durant l'automne dernier, ça a été le premier film que j'ai imaginé. C'est un film que j'ai revu après un long moment où j'avais pas parlé de cinéma sur internet. Et donc, ajouté avec ce que j'ai vécu comme drame familial, si vous voulez, l'impact de ce film, il s'est avéré être fort. Je vais vous l'illustrer avec une scène qui remonte à mes émotions pures. À un moment, on a Masao qui est sur la plage avec Kikujiro. En fait, c'est ce que vous voyez sur la miniature de la vidéo. Il porte un sac avec des petites aigles d'ange. Et Kikujiro, il s'éloigne du petit garçon. Et Masao, il court le rejoindre. Un peu comme s'il cherchait à rejoindre son père qui est au ciel, en volant à travers les nuages. Et ils se tiennent la main, ils sont heureux d'être ensemble, et dans un endroit paisible qu'ils aiment tous les deux. Kikujiro, en fait, si vous regardez bien, c'est ce père que Masao a perdu, et qu'il retrouve le temps d'un été. Et aussi, lorsque je m'intéressais au Japon durant mon enfance et mon adolescence, l'été Kikujiro, c'est un film qui s'est inscrit complètement dans cette période de la fin des années 90, enfin surtout début des années 2000 dans mon cas, où des jeunes français comme moi, sur des forums,
voulait en connaître davantage sur le pays du soleil levant. Et bah, ce parcours à travers différents endroits du Japon, bah, ça a fait écho avec mes propres rêves d'enfant et avec ce que j'ai vécu personnellement dans ma vie. En fait, on a un sentiment de nostalgie, de légèreté qui est juxtaposé à une mélancolie sous-jacente. Et tel que le dit Jules Melon dans sa critique du film sur YouTube, Masao il vit un rite d'initiation aux mondes adultes, au lieu d'avoir des vacances, disons, normales pour un enfant de son âge au Japon. Et dans une émission de France Inter, Souvenirs de cinéma, Thomas Croisière il compare le parcours de Masao à celui de Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Alors il peut en effet exister beaucoup de parallèles à faire avec de multiples œuvres artistiques. Hein. C'est un rite d'initiation aussi pour Kikujiro, qui s'improvise figure paternelle pour Masao, où il va apprendre lui-même comment on s'occupe d'un enfant et qu'il a le droit à la rédemption. Une rédemption fragile et vacillante. Hein. Alors, il n'a pas les mots, comme il n'a pas les mots, il fait des grimaces et des frasques. Il n'a pas beaucoup de morale non plus, donc il improvise des jeux. Bref, la place du jeu, elle est très importante. Ouh là là, mon dieu. Parce que dans cette perspective, le jeu dans le film, il est présenté socialement assez désorganisé, en n'ayant que peu de règles strictes. Hein, ne serait-ce que quand il joue à 1, 2, 3 soleil, ou Tamasao qui dit que le biker a la plus forte corpulence et il a bougé. Et ce dernier dit mais de quel gros tu parles? En fait, cela nous renvoie à des activités basiques donnant lieu à beaucoup de variations de jeux et de règles qu'aime enfreindre notre ancien Yakuza. Dans une édition de 1975 de son ouvrage Jeux et réalité et l'espace potentiel, Donald Winnicott va jusqu'à établir une distinction entre le faux soi et le vrai soi. Le vrai soi comme l'expression authentique et spontanée de l'individu, né d'un environnement suffisamment bon. Le faux soi, en revanche, se développe comme un mécanisme de défense face à un environnement intrusif, amenant l'individu à se conformer aux attentes extérieures. Et Winnicott, il explique que le jeu et l'espace transitionnel permettent à l'enfant d'explorer son vrai soi en toute sécurité, qu'il est une thérapie en soi. Kikujiro et les autres adultes proposent ainsi beaucoup d'activités qui répondent à ça. Le 1, 2, 3 soleil, les jongles, la pêche, les tirs, les déguisements, le maquillage et le théâtre. En fait, le film il devient un peu un parc d'attractions ou un centre de loisirs au choix pour Masao. Et donc Kikujiro, il représente une forme d'amour brut, non verbal. C'est un amour qui ne sait pas se dire, mais qui se vit par le jeu. C'est un peu une métaphore de ces adultes cassés qui essaient quand même, parce qu'ils sentent qu'ils ont encore quelque chose à transmettre, ce qui rend l'œuvre agréable à regarder. Et puis d'ailleurs, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, mais pourquoi Kikujiro? En fait, pourquoi ce nom de Kikujiro? Tout simplement parce que le prénom du père de Takeshi Kitano, c'était Kikujiro, qui est décédé en 1979. Père avec lequel il estime avoir très peu échangé et n'a vraiment cherché à le comprendre qu'après sa mort. Alors je cite de nouveau le même entretien cité plus tôt où il explique ce choix pour le nom Kikujiro. C'est comme si j'étais retourné sur la tombe de mon père. Et dans le livre Kitano par Kitano, recueillant des entretiens entre le cinéaste et Michel Clément, il dira la chose suivante. Je me souviens avoir joué une seule fois avec lui. Durant mon enfance, mon père ne m'aura vraiment parlé qu'à peine 3, peut-être 4 fois. Alors, l'absence de dialogue avec le père, ou même l'absence tout court du père, est quelque chose qui est malheureusement récurrent lorsqu'on s'intéresse à la sociologie du Japon. Soit une absence de repères clairs, souvent pour un enfant presque trop sage comme notre enfant de 9 ans. Alors, je vous amène à lire 2 livres de Muriel Jolivet qui en parlent de ces thèmes-là. C'est Homo Japonicus et Japon et la crise des modèles, ainsi qu'un autre livre de Benjamin Thomas, Le cinéma japonais d'aujourd'hui, cadre incertain. Alors, n'importe quelle personne qui vit un certain temps et qui a travaillé au Japon apprendra tout ça très vite sur la sociologie du Japon, sauf bien sûr si elle reste des années dans le même quartier de Tokyo sans parler japonais, bien sûr. Et on peut donc comprendre davantage pourquoi Kitano il joue symboliquement lui-même le personnage de Kikujiro dans cette fable mêlant humour acerbe et absurde. C'est comme une manière de se rapprocher de son père décédé. Lui ayant peu parlé
adepte aussi des jeux d'argent et qui était proche des Yakuza. Hein. En fait, c'est une manière pour Kitano de parler de lui-même, de son passé, de sa propre relation à l'autorité parentale. On comprend que l'absence d'un parent ou d'un tuteur pour Kikujiro dans le film l'a peut-être amené à se demander s'il ne fallait pas aider cet enfant afin qu'il ne tourne pas dans le mauvais côté de la vie, tout en restant voyou qu'il fut, ce qui est une force du film. Il devient une figure adulte à laquelle Masao s'accroche. Kikujiro ne veut pas que Masao vive la même chose que lui, hein, et ne devienne comme lui, hein, soit deux enfants qui n'ont pas du tout le même âge, mais qui ont beaucoup de points communs, tous les deux abandonnés par la société et par leur mère. Toujours dans ce même entretien d'Avril 99, il dira que son film, pour autant, n'est pas une analyse freudienne. Kitano, il a pris des risques, hein, faut pas l'oublier, en proposant ce conte estival. Hein. C'est certainement l'un de ses films les plus accomplis, ne serait-ce que pour son amour de l'art et l'envie de divertir. Alors c'est aussi un point qui peut rendre son long métrage lourd et presque trop appuyé, c'est l'humour que Kitano met dans son film. Hein. Alors, en effet, il peut être estimé une certaine lourdeur de son propos, puisque la répétition de ses gags et ses séquences divertissantes pour Masao peuvent laisser penser que Kitano il cherche à faire comprendre au spectateur et t'as vu comme c'est drôle ce qui se passe alors que le gamin il est abandonné par sa famille, t'as vu comme j'essaye de bien m'en sortir en faisant le pitre. Bon évidemment l'humour c'est un éternel débat. Hein. Enfin, s'il y a un détail tout de même, lorsqu'ils font leur jeu, c'est l'écrivain qui se met tout nu parce que c'est rigolo d'être tout nu, je suppose. Tout du moins, c'est comme ça que c'est présenté. C'est juste un truc qui me chiffonne un peu. Alors, qu'il soit nu en présence d'un enfant surtout, parce que on voit pas ses parties intimes, elles sont masquées dans les plans. Et au début du film, il faut quand même se rappeler que Kikujiro, il a empêché le personnage du pédophile de faire des choses à Masao. Alors, c'est peut-être un humour à ce moment-là qui m'a moins marqué avec l'homme tout nu, mais heureusement, il est nu et en fait c'est tout entre guillemets. Cela ne va pas plus loin. Et on a un autre point, c'est peut-être la longueur du film. Le film fait 2 heures. Alors je sais que Kitano il aime faire durer ses scènes, mais est-ce que c'était nécessaire d'étendre autant une telle histoire? Bon, toujours est-il que Kitano, il donne de la puissance à ses images, heureusement, et c'est déjà très bien. Hein. Et son film montre que le plus important, finalement, c'est pas le but, mais c'est le chemin et l'espoir qu'il faut avoir pour arriver à son objectif. Kitano, il ne donne pas de solution. Il offre plutôt un moment suspendu aux émotions discrètes. Et il y a aussi une idée très japonaise, presque zen, dans son acceptation de l'imperfection, dans la beauté des choses incomplètes, loin d'être spectaculaire, hein, loin des récits initiatiques classiques. Et comme Masao, des fois, on fait des rencontres improbables durant nos quêtes. Alors, pas forcément les rencontres les plus conseillées, mais qui permettent de se construire et de continuer de voler aussi loin que possible. Ne pas oublier ses rêves d'enfant et comment les réaliser lorsqu'on est adulte. Parce que les rêves, ils font vivre. Et il pourra être fier, le petit Masao, de raconter à ses camarades ce qu'il a fait durant cette heureuse parenthèse. Kikujiro et Masao, ils compléteront un manque de leur jeunesse respective durant cette histoire. Et c'est tout de même quelque chose de curieux, la jeunesse quand on y réfléchit bien. Pour certains, on aimerait grandir vite pour avoir une certaine liberté et une fois adulte, on veut retrouver ces instants de l'enfance. Tout comme Kikujiro veut être Masao, qui a retrouvé le sourire et rié des facéties de la bande de troubadours. Je conclurai la vidéo ainsi. Le film commence en montrant Masao courant, portant son sac avec des ailes. Il se termine en montrant Masao courant, portant son sac avec des aigles, sous le regard de Kikujiro, son ange gardien, son mentor, son père d'un instant qui lui a montré comment est le monde, qui doit se dire à cet instant « Vole mon garçon, tu as des rêves à réaliser ». Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis ouvert à la discussion à propos du film à travers les commentaires sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage de cette œuvre. Toutes les sources qui ont servi à la construction de ce podcast sont actuellement citées dans cette fin de vidéo et en description. Et je vous propose aussi d'autres films qui peuvent avoir un lien avec l'été de Kikujiro. Matane!